Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes avocat. Comment ça va? Forêt, avocat. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes une- Oui, C'est la première instance. première instance. Voilà. Et D'accord. vous avez ensuite en appel la cour d'appel. Voilà, d'accord. C'est un peu similaire à la Suisse. Hein. Oui, C'est, on a voilà. le tribunal. Donc là, j'ai vu que c'est marqué contentieux de la protection. Donc c'est la protection de l'adulte et de l'enfant. Alors, ça non. C'est- Tribunal quel- judiciaire contentieux de la protection. Protection de quoi? D'actualité C'est sur la- la grève des avocats. C'est la réforme, c'est une nouvelle terminologie. Ah, Ils oulala. essayent d'adopter des terminologies Pour noyer le qui poisson. sont un peu plus destinés à noyer le poisson, à faire croire qu'ils sont là pour protéger les gens ou quoi que ce soit. Mais Alors qu'ils ne protègent rien. ça reste toujours une machine à broyer, c'est un Ah tribunal. bah, c'est Alors- comme chez nous. Alors nous on est arrivés, on vient de Suisse et on découvre avec stupéfaction cette grève. C'est assez impressionnant de voir pratiquement une centaine d'avocats. Ils étaient tous alignés pour revendiquer différentes choses. Tout d'abord, ils protestent sur les problèmes de moyens qui sont quand même un problème récurrent en France et puisque ça c'est vraiment un sujet d'actualité sur le régime de retraite qu'ils accusent donc d'être destructeur de leur profession. Et je voulais avoir un petit peu votre avis, Alors, à savoir si ce sont des revendications qui sont... Là-dessus, c'est simple. Il y a un projet de réforme des retraites en France qui vise à fusionner l'ensemble des systèmes de retraite dans un seul système universel. Les avocats bénéficient d'un régime autonome de retraite. Ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. Le régime spécial, il est rattaché en question de financement au régime général. Le régime autonome, il est autofinancé. 100% autofinancé. C'est-à-dire que concrètement, nous avons un système de retraite que nous gérons nous à travers une caisse indépendante qui est extrêmement bien gérée, tellement bien gérée qu'elle dispose de réserves extrêmement importantes, des réserves financières, et qui nous permet aujourd'hui de reverser des retraites supérieures à celles qui sont versées par les régimes généraux à des avocats qui ont cotisé à hauteur de 14% de leur chiffre d'affaires. Les cotisations, le projet de retraite vise à doubler les cotisations de 14 à 28%, aboutirait à diminuer notre prestation retraite qui est de l'ordre de 1 450 € en prestation de base aujourd'hui à en gros 1 100 € par mois. Donc C'est on énorme. aurait une diminution de nos prestations retraite Avec en plus un coût supérieur. avec Donc, un ce coût qui est supérieur. Et il faut reproché- savoir que Oui, c'est... Non, c'est- non, Le SMIC est à 1006, hein. Il faut savoir qu'on a quand même donc notre régime autonome, mais qu'on participe à la solidarité nationale puisqu'on reverse chaque année 90 millions d'euros pour le régime général. Donc nous, on a l'impression que c'est un espèce de hold-up. C'est-à-dire que vous avez un régime qui est géré de manière autonome, qui est privé en quelque sorte, et dans cette réforme, l'État veut prendre la main sur votre système pour pouvoir vous faire cotiser plus. Alors, déjà, l'État veut récupérer notre réserve. On a une réserve de 2 milliards d'euros au niveau de la CNDF. Oui. Nous sommes des bons payeurs de cotisations retraite, donc l'État veut aussi récupérer cet argent qu'il encaisse plus facilement peut-être que sur d'autres situations. Et je pense que l'État veut aussi pousser les gens, et notamment les avocats, vers d'autres systèmes de retraite, qui sont des systèmes de retraite privés, à travers des fonds de pension ou d'autres choses comme ça. Mais on a, nous, un système de retraite qui est complètement égalitaire. Il faut savoir que l'idée de la réforme, enfin le projet de réforme est motivé notamment par l'idée d'égalité homme-femme. Parce qu'il y aurait une disparité aujourd'hui entre les retraites perçues par les femmes et celles perçues par les hommes. Nous, le système est totalement égalitaire. Les femmes, les hommes, riches, pauvres, des confrères qui ont gagné moins de 1 000 € toute leur vie ou ceux qui ont gagné plus de 10 000 € toute leur vie, touchent exactement la même chose en retraite de base. Donc vous n'attendez pas l'État pour régler un dysfonctionnement. Ah mais il n'y a pas de dysfonctionnement chez nous. Ça fonctionne particulièrement bien. Donc il n'y a absolument aucune difficulté chez nous. Donc en fait la grève est légitimée, elle n'est pas prête de s'arrêter parce que quand on écoute les médias français, on a toujours l'impression que bon bah ça y est, un coup de colère, quand est-ce qu'on va tourner la page? C'est ce que je lis sur les médias mainstream. On est en grève dure depuis lundi, c'est l'ensemble des barreaux français qui sont en grève, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Ouais. C'est à 100% des barreaux français en grève. Tout le contentieux, une grève qui dure plus d'une journée, tout le contentieux, y compris la détention, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Voilà. Donc on est sur un mouvement absolument massif, total, et il est évident que les avocats ne lâcheront ce mouvement de grève que lorsqu'ils auront obtenu des garanties
sur l'autonomie et le maintien de leur autonomie, le maintien de leur régime spécifique de retraite. Donc les contestataires, ce ne sont pas uniquement que les cheminots, que ceux qui ont des régimes spéciaux qu'ils souhaitent conserver, c'est l'ensemble des professions qui ont des régimes, on va dire, dérogatoires, différents du régime On a un général. régime autonome, Et comme même ceux du régime général se plaignent mais de d'autres la professions, manière que ça va fonctionner. ont déjà obtenu Ouais. les garanties. Les notaires, les pilotes de ligne, les policiers. Ah donc en plus on crée des écarts et il y a des gens qui seraient... C'est au gré des capacités à mobiliser et à gêner. C'est-à-dire qu'un pilote de ligne, il n'y a plus d'avion. Ouais. Donc ça pose un problème. les trains, ils ont fait ça et ils ne reculent pas, le gouvernement. C'est particulier. Ils vont reculer, mais le système de retraite des cheminots est si favorable que c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui. Et ça mérite peut-être des discussions un peu Il y a plus beaucoup importantes. plus de monde, j'imagine aussi. Il y a beaucoup plus de monde. Les policiers ont obtenu, le lendemain de l'annonce, les policiers ont obtenu le retrait du projet. On comprend pourquoi. Parce que la police... Parce qu'ils ont qu'on besoin on préserve la police. Ça, c'est Voilà. évident. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'une grève de la police. Donc, ils ont dès le lendemain, ils ont reçu les syndicats au ministère. Ils les ont rassurés en supprimant tout de suite le projet. Par contre, ce qui est très regrettable nous venant de Suisse, c'est qu'on voit tous ces camions de pompiers avec en grève, le système de soins qui est en France Un désastre. un désastre, on peut le dire. Hein. Les médecins, pareil. Les médecins ont démissionné massivement des hôpitaux publics hier en raison du projet de réforme aussi. Ils sont impactés de la même manière que nous. Pour en revenir un peu à l'affaire qui nous concerne, donc il y a aussi depuis le mouvement des Gilets jaunes une défiance qui s'est accrue entre la population et la police. C'est-à-dire que la police était respectée et crainte, et parfois tout à fait à juste titre. Mais maintenant, la police, elle est très décriée et crainte pour des raisons qui n'auraient pas été imaginables il y a quelques années. C'est-à-dire par toute la violence policière qui s'engendre et surtout par... on peut le dire, l'absence d'enquête ou de condamnation sérieuse alors que des faits sont approuvés. Et donc, je voulais revenir un peu à ce point. Est-ce qu'on peut dire que la police bénéficie d'une forme de protection également sur des agissements qui seraient en principe condamnables? Manifestement, puisque même le ministre de l'Intérieur, dans ses vœux, a appelé à ce que ces agissements cessent. Oui. A rappelé qu'il y avait des débordements, qu'ils étaient inacceptables, qu'il fallait que le Mais ce sont comportement des de mots. certains fonctionnaires soit revu. Et la réaction du président de la République le lendemain, ça a été de rappeler une refonte du code de déontologie des fonctionnaires de police pour que les services de police soient mieux encadrés. Policier, c'est une fonction difficile, hein. C'est une fonction noble, c'est une fonction qui est particulièrement complexe au quotidien. Ils sont confrontés dans des conditions qui sont difficiles à des situations de violence, c'est incontestable, mais ça n'autorise pas évidemment les débordements ou les violences qui sont commises par certains d'entre eux. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on vient excuser des comportements du fait des conditions de travail, là où un policier devrait être exemplaire. Personnellement, je ne pourrais pas être fonctionnaire de police, pas par choix éthique ou quoi que ce soit, mais parce que moi, je n'aurais pas le calme nécessaire, je n'aurais pas la quiétude nécessaire, je n'aurais pas le recul nécessaire pour ne pas craquer à un moment dans le cadre d'un débordement, d'insultes quotidiennes. C'est pas la question. Mais quand on fait le choix d'exercer cette fonction, quand on fait le choix d'exercer ce métier, on doit le faire dans le respect le plus absolu de la déontologie et de l'uniforme qu'on porte et de la fonction qu'on représente. Et cela, ça implique notamment un respect absolu de l'intégrité physique des autres, y compris ceux qui débordent, d'un respect absolu de la dignité des gens, y compris ceux qui peuvent éventuellement être outrageants. Un outrage, ça n'a jamais autorisé un fonctionnaire de police à insulter. Une violence subie par un fonctionnaire de police, ça n'a jamais autorisé un autre à se venger, à porter un coup, à utiliser un lanceur de balles de défense à bout portant ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont été blessées, qui sont visées, la plupart du temps, ce sont des gens complètement innocents. On a l'impression qu'il y a une pression, comme vous le décrivez très bien, et qu'à un moment donné, parce que c'est humain, ils craquent et ils prennent une victime au hasard. Et cette personne elle va subir les conséquences de ce tir et elle ne va pas avoir la possibilité de se défendre. Parce que ce n'est pas le cas, je dirais, personnel qu'on va étudier, mais c'est le cas général. On dit, il a eu la pression, il faut les défendre, vous le disiez très bien.
Or, c'est un déni de justice pour la victime, pour la personne qui est blessée, qui a perdu un œil, qui a fait le truc, qui a subi des violences qui vont le traumatiser toute sa vie. Non seulement il a le premier choc violent, mais il a un choc encore plus violent, c'est la non-reconnaissance. C'est toujours la même difficulté, hein. C'est que les fonctionnaires de police sur des mouvements massifs de manifestants arrêtent à la marge. Ouais. Donc ils vont arrêter les gens qui sont rarement investis, impliqués ou qui sont rarement des professionnels de la violence en Et manifestation. puis on leur demande aussi une politique du chiffre aussi. C'est qu'à un moment donné, on dit est-ce que vous faites des trucs Lorsqu'il y a une manifestation, la question qui est posée, c'est combien d'interpellations. Voilà. Et la préfecture va communiquer sur le nombre d'interpellations. Et il ne va pas interpeller les éléments les plus dangereux, les plus trucs, parce qu'ils sont bien organisés, ils savent fuir. Ils vont prendre plutôt les gens qui étaient, qui se promenaient à côté. Des sympathisants et des gens qui viennent très ponctuellement participer à des mouvements de manifestation. Qui est un droit fondamental. Qui est un droit fondamental. Ah mais comme le droit de grève. Voilà. Donc aujourd'hui, les dysfonctionnements dans la justice sont avérés. Ça va pas mieux puisqu'il y a encore cette grève qui va ralentir encore le processus, alors qu'on sait déjà qu'en France, la justice est lente, sauf dans certains cas, ça dépend comment on traite les affaires. Et donc cette grève va avoir des conséquences terribles sur 2020, je pense, parce qu'on n'en voit pas pour l'instant le bout du tunnel. L'objectif de la grève, de toute façon, c'est d'emmerder le monde. On nous posait la question récemment, on nous dit mais vous faites chier les gens. Mais c'est bien le but d'une grève, de toute façon. Mais le gouvernement, il vous... Le gouvernement, il est informé toutes les difficultés des juridictions, tous les dysfonctionnements, tous les renvois massifs sont remontés au gouvernement sous forme de rapport. D'accord. Alors, dans le système judiciaire, il y a les avocats. Là, ce sont les avocats qui se prennent leurs conditions. Est-ce qu'il y a d'autres catégories dans le système judiciaire qui sont aussi pénalisées, qui sont solidaires de votre mouvement, ou au contraire, des gens qui ne vous comprennent pas et qui seraient prêts à vous critiquer? Il y a une solidarité massive de la part de la magistrature, je vais la qualifier de massive, des personnels des tribunaux, c'est une évidence. Il y a quelques magistrats qui sont fortement opposés, estimant que nous abandonnons les plus démunis, alors qu'au contraire, on veut pouvoir continuer à les défendre. Oui. C'est notre objectif. Et instrumentaliser une situation ou un dossier pour dire « vous êtes un salaud parce que vous n'êtes pas là », c'est simplement oublier qu'on veut pouvoir continuer à être là pendant des années. Et là, l'autre difficulté aussi, et les discours qui sont tenus aussi par certains magistrats qui sont totalement insupportables, c'est lorsqu'un magistrat nous dit vous êtes, c'est quand même dégueulasse, vous n'étiez pas aux côtés de votre client qui est parti en prison. Je rappellerai juste une chose, c'est qu'un avocat n'a jamais envoyé quelqu'un en prison. Et c'est un procureur qui demande une poursuite, qui demande un déferrement, qui demande éventuellement une peine de prison. Et ce sont des juges du siège, un tribunal, qui décident d'envoyer quelqu'un en prison. Alors si l'avocat, c'est juste pour eux la bonne conscience qui leur permet, qui les autorise à signer un mandat de dépôt tranquillement en se disant c'est pas grave parce qu'il avait un avocat, donc je peux signer un mandat de dépôt, je peux envoyer quelqu'un en tôle et le laisser moisir en tôle, et ils vont se débrouiller avec leur conscience, mais nous on ne sert pas à ça. On est typiquement dans ce cas de figure avec Yann Lepez, c'est-à-dire que nous avons un ami, moi je l'ai assisté pour une procédure civile, et puis 2 jours avant qu'il puisse envoyer sa demande de récusation contre un juge, il a disparu de la circulation. On a fait des recherches et on nous a dit qu'il était emmené par la police secrète, donc police en civil, menotté dans la rue devant chez lui. Et ça fait 3 mois qu'on essaye de le visiter en prison. On ne connaît pas les charges, on ne sait pas pourquoi. Et puis c'est impossible de pouvoir discuter, ne serait-ce que de dire bonjour, au revoir à la procureure. En plus, le procureur général, lui, a fait des directives qui dit que quand on refuse un droit de visite à un tiers, ça doit être justifié en quelques lignes. Rien. On leur rappelle leurs propres directives et ils ne répondent pas. C'est l'omerta, c'est le silence le plus total. Donc ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est exactement la même chose chez nous. À Genève. Genève qui est la capitale des droits de l'homme. Donc des gens peuvent être... Et on est le pays des droits de l'homme. Oui. Donc finalement, voilà. Entre le pays et la capitale, c'est le même combat. Voilà, même combat. C'est peut-être pour mieux cacher la merde. Voilà, ça y est. Donc voilà. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Tout le monde.
Merci. Tiens, Merci. et courage. Hein. Merci, au revoir. Allez. Et puis, donc à une prochaine. Merci. Au revoir.